En novembre, Arion Orchestre Baroque nous offre un programme très intéressant et on vous jouera du Mozart, du Romberg et du Haydn. Mathieu Lucier, directeur artistique, chef principal d'Arion Orchestre Baroque, est ici avec nous à Panem 360 pour nous présenter ce programme. Bonjour Mathieu. Bonjour Alain. Alors donc, votre deuxième programme cette année, programme ambitieux, vous avez réuni, comme c'est ton habitude, un compositeur moins connu à deux compositeurs connus. Question de nous faire plonger davantage dans un répertoire baroque qui gagne toujours à être connu. Effectivement, puis c'est toujours l'idée, en fait, pour soulever les pierres moins connues, ben, d'avoir du Mozart, d'avoir du Haydn, ben, ça rassure, ça cadre les choses. Donc, en fait, je ne peux pas m'accorder trop de mérite non plus. En fait, nous, on avait Chouchan dans notre radar depuis longtemps comme une possible invitée pour mener Arion. Arion reste un orchestre, même si je dirige une partie des programmes qui accueille à chaque année plusieurs chefs invités. On cherche des chefs invités aussi. Chouchan est une violoniste exceptionnelle. Puis elle-même, c'est un esprit curieux et donc c'est elle qui a proposé de jouer ce concerto-là de Romberg. Elle en a enregistré quelques-uns. Alors, à partir du moment où moi j'ai une invitée intéressante qui me propose un concerto intéressant, moi je suis comblé. Puis après ça, ben, en fait, elle aussi, je pense qu'elle doit être habituée de faire ce genre de choses-là, mais elle a proposé un enrobage Mozart-Haydn autour. Donc, Oui, Mozart, Haydn, qui on ne se sont... trompe pas. Oui, exactement, on ne se trompe pas. Mm. C'est sûr que Mozart Haydn, qui sont la transition entre baroque et classique, Oui, qui incarnent cette transition vers une nouvelle révolution à l'époque, oui. c'est dans l'ADN d'Arion aussi de jouer cette musique. Oui, tout à fait. On essaie de faire de tendre du côté classique quelques fois par saison aussi. Ben, le public apprécie. C'est bon aussi, c'est formateur pour l'orchestre aussi. Puis, tu parles de transition, c'est intéressant parce qu'en fait, on va jouer de Mozart, une de ses toutes premières symphonies. Là. C'est une symphonie de jeunesse. Là. Je ne sais pas quel âge. C'est complexant, même quand on en parle 300 ans plus tard. Là, je ne sais pas s'il y avait 9 ans ou 11 ans quand il a composé ça. Mais donc, et puis on voit que dans ces jeunes symphonies-là, il y a vraiment encore pas mal de traits là, empruntés au style baroque. Donc, c'est hyper intéressant en ce sens-là. Puis, Haydn, c'est quelqu'un qui est né, en fait, qui a vécu très longtemps, donc qui est né résolument dans l'époque baroque, qui a connu enfant, adolescent, ce style-là, puis qu'effectivement, donc là aussi, c'est un des grands responsables de cette expansion vers le style classique, avec une de ces symphonies qui porte un titre, mais qui est aussi plus qu'un seul titre, la Symphonie des Adieux, qui est une symphonie qui est amusante parce qu'elle porte un message politique aussi. OK, parlons des adieux, qui est le thème porteur de ce programme. Oui. Ben, en fait, donner des titres à des concerts, c'est toujours difficile. Et donc, là, on avait, avec cette symphonie-là, Haydn nous fournissait un titre. On sait qu'une grande partie des titres des symphonies d'Haydn, c'est des titres qui ont été donnés par les éditeurs. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que cette symphonie-là, en fait, ne répond pas complètement au cadre assez convenu de ce qu'était une symphonie à l'époque d'Haydn. Puis Haydn est un de ceux qui va développer la symphonie, donc transformer une œuvre qui était à l'origine souvent en 3 mouvements, puis qui servait à ouvrir un grand ouvrage comme un opéra, en une œuvre de concert en 4 mouvements, avec un 4e mouvement qui est toujours très vivant, très rapide. Et le 4e mouvement de cette symphonie numéro 45 n'y fait pas exception. Ça commence, ça va à toute allure, mais à un moment donné, tout s'arrête. Et là, on a un mouvement lent qui commence. Parce que Haydn était au service du prince Esterhazy qui avait quitté la ville principale où il demeure pendant l'année pour sa résidence d'été, puis il prolongeait un peu indûment ce séjour à la campagne. Les musiciens de l'orchestre s'ennuyaient de leur famille, s'ennuyaient de leur vie, commençaient à grommeler. Alors Haydn a décidé de passer un message à son patron en musique. Alors, donc, comme je disais, le 4e mouvement s'arrête tout d'un coup et là, on est dans un mouvement lent, ce qui est complètement inhabituel dans un dernier mouvement de symphonie à cette époque-là. Et
peu à peu, il y a des musiciens qui quittent. Donc, il y a de moins en moins de musiciens qui jouent, moins en moins de musiciens qui quittent et qui restent sur la scène. Et la symphonie se termine, en fait, puis il reste deux violons, tout seul, sur la scène. Puis, à l'époque, donc, c'était un message en disant, ben, si tu reviens pas à la maison, ben, à un moment donné, il n'y aura plus personne dans ton orchestre. Alors, c'était comme. En fait, il semblerait que ce message-là ait été bien reçu. Puis Ah que oui, finalement, le prince, oh, il a le pris les prince s'est bagages. réveillé. Oui, il s'est réveillé, puis les bagages rentrés. Et donc, c'est vraiment. On parle toujours de l'humour d'Haydn, mais là, on a un exemple flagrant de cet humour-là, parce que c'est plus qu'une blague musicale que, que ça, des musiciens et musiciennes peuvent saisir. Il y a toutes sortes de ces finesses d'écriture, des fois, qui sont plus ou moins perceptibles pour le public. Mais là on a quelque chose d'hyper théâtral, en fait. Puis Un ultimatum très, très créatif. oui, oui, oui. Donc, on s'est servi de ça euh, pour donner le titre au concert des adieux. Mais donc, les adieux, c'est triste, mais il n'y aura pas beaucoup de tristesse dans ce programme-là. Là, on est vraiment dans la rencontre, dans le bonheur de découvrir aussi une artiste exceptionnelle en Shushan Siranossian, qui est une violoniste éblouissante. Oui, parlons-en davantage de excusez-moi, Shoukan Siranossian. Oui, ben, en fait, moi, j'ai pris la direction artistique d'Arion en 2019, puis je m'étais fait une liste euh, auquel je ne reviens pas si souvent, mais j'avais mis son nom parce qu'on m'avait parlé d'elle. C'était notamment une des violonistes qui était appelée à mener un orchestre que je trouve très, très bon, qui s'appelle Il Pomodoro, un orchestre italien. L'autre leader fréquent, c'est Francesco Corti, claveciniste avec lequel tu t'étais entretenu Oui, il y a oui, 2 ans pour oui. Notassi, Galatea et Polifemo. Puis, donc, Chouchan était sur cette liste-là. On travaille, nous aussi, beaucoup avec on a des partenariats avec le Centre de musique baroque de Versailles, avec le Palazzetto Bruzzane en Europe. Donc, on est en contact avec les directeurs artistiques et des choses. Et en fait, c'est toujours intéressant parce qu'en parlant avec ces gens-là, il y a quelques noms comme ça qui, je juste, connais-tu, as-tu entendu, tu devrais peut-être. Puis, ben, Chouchan, c'est un de ces noms-là qui tournait. Alors, puis moi, ce que j'essaie de faire aussi, c'est que quand c'est pas moi qui dirige, autant que faire se peut, c'est d'inviter des chefs, comme je disais tout à l'heure, des femmes à diriger Arion aussi pour refléter cette espèce de préoccupation de diversité qu'on a d'inclusion et de parité. Et donc, ce qui est formidable aussi en musique ancienne, c'est que comme on a moins ce rôle du ou de la chef devant l'orchestre, c'est des instrumentistes qui mènent l'orchestre. Ouais, souvent, le soliste ou la soliste est le chef. On le voit beaucoup au clavecin, mais on C'est le voit ça. aussi au violon aussi. Au violon. Et donc, en ce sens-là, ça fait des années qu'en musique ancienne, c'est pas un enjeu de dire il y en a si peu, il y en manque. Il y a une pléthore d'excellentes violonistes qui dirigent des orchestres. Au Canada, on a eu longtemps Jean Lamont à Toronto, qui était un exemple fort de ça. Donc, Chouchan, c'est ça. Après 6 ans là, à la direction artistique, je peux enfin mettre un petit crochet à côté de son nom. Puis je pense que ça promet de devenir déjà une amie de l'orchestre à long OK. terme. Dirige-t-elle les 3 œuvres ou Oui, et c'est elle qui fait tout le programme. Donc, elle va être soliste dans le Romberg, qui est vraiment un compositeur qui vient d'une grande famille. Là. Il y a plus qu'un Romberg qui a composé la musique, mais il y a vraiment une série de concertos de violon assez impressionnants. On est dans un genre de pré-Beethoven un peu avec Romberg, puis donc une musique assez virtuose qu'elle va défendre, puis avec bonheur, puis elle va diriger le Mozart et le Haydn. Et ce que ça veut dire, c'est que ça va être une des 2 seules musiciennes présentes sur scène à la fin du concert. intéressant? Ah oui, c'est sûr. Ouais. Mais parlons davantage de Romberg. On le connaît très peu. Tu nous dis que cette œuvre-là, euh, à laquelle on aura droit, est de type pré-Beethoven, donc fin 18e, et Ouais. donc avant que Beethoven ait un adolescent ou un enfant à ce moment-là. Ouais, probablement. Bien honnêtement, je ne peux pas parler très longtemps de Romberg parce que je veux dire, c'est un nom que je vois passer. Puis je dois reconnaître aussi que le nom que j'avais plus vu passer, c'était Bernard Romberg, puis ça, c'est Andreas Romberg. Donc, moi-même, j'ai appris des choses suite à cette suggestion de Chouchan. Donc,
je veux dire, l'étendue de ce que je peux en dire, ça arrête pas mal là. Je sais qu'il a écrit au moins une douzaine de concertos de violon, que Shoshan en a enregistré quelques-uns. Moi, en fait, quand j'ose des invitations, j'essaie d'être le moins directif possible parce que je trouve ça toujours super intéressant que ce soit la curiosité de quelqu'un d'autre qui parle. Si quelqu'un m'envoie un programme très, très, très convenu, des fois, j'ai envie de dire, ben, il n'y a pas moyen de sortir un peu plus des sentiers battus. Euh, mais donc, j'avais reçu quelques propositions, puis il y avait Romberg, alors j'étais hyper content. Alors, puis à ce moment-là, donc, moi, comme j'ai dit, j'ai assez peu à faire là-dedans. Puis je trouve que ça amène l'orchestre, ça m'amène moi aussi à faire des découvertes. Puis c'est le plaisir d'avoir des invités comme ça. Donc, puis justement, comme tu dis, à découvrir quelqu'un comme Andreas Romberg, dont la musique n'a jamais été jouée chez Arion. Puis oui, puis c'est toujours bien de faire confiance, comme tu dis, faire confiance et d'accorder une autre sensibilité à un même corpus général. Exactement. Puis c'est toujours intéressant parce que moi, des fois, même pour le plaisir, j'écris de la musique depuis longtemps, mais j'ai toujours trouvé intéressant, en fait, de voir qu'est-ce que quelqu'un d'autre pense de la musique que j'ai écrite sans dire qu'est-ce que moi j'avais vraiment en tête, parce que je trouve que ça enrichit les interprétations. Donc, pour une programmation, c'est la même chose. Je veux dire, on invite une personnalité, on invite un imaginaire, comme tu dis, une pensée, une pensée créatrice, une curiosité. Puis après ça, ben, parce que sinon, si on garde le contrôle sur Arion, c'est pas une immense saison, mais c'est 7 programmes. Si tout vient tout de ma tête tout le temps, c'est pas que c'est pas intéressant, mais je trouve que c'est beaucoup plus riche de procéder comme ça. Puis on va avoir ça aussi si on se reparle au mois de mars sur le Marie Van Rijn qui vient diriger aussi Arion, qui va nous amener dans les territoires aussi que moi je connaissais pas non plus. Alors, moi, je suis un adepte de fonctionner de cette façon-là, puis je trouve que tout le monde est gagnant. Exactement. Tout le monde est gagnant et ça enrichit Arion Orchestre Baroque de toute façon dans sa palette d'expression. Oui, effectivement. Puis je pense que le public répond à ça parce qu'en fait, ce qu'il voit, c'est un groupe de musiciens et musiciennes sur scène qui sont dans le plaisir de la rencontre puis de la découverte, puis le public résonne à ça. Y seras-tu instrumentiste toi-même au basson? Pas cette fois-ci. Ça m'arrive de le faire, mais on a un excellent bassoniste chez Arion, puis il n'y a qu'un seul basson dans ce programme-là. Donc, si c'est moi qui joue, ben, notre collègue ne joue pas. Alors, je fais attention. Au mois de décembre, je vais reprendre le basson pour un programme, mais c'est un plaisir que je me réserve à temps partiel. Excellent. On rappelle les dates. C'est à la Salle Bourgie. 15 et 16 novembre à la Salle Bourgie. Donc, le 15, c'est un samedi soir à 19h30. Dimanche après-midi à 14h. On va avoir aussi quelque chose de super intéressant, c'est anecdotique, mais je sais que tu es curieux. Notre contrebassiste Francis Pama-Pelletier arrive tout juste d'Autriche, où il s'est fait faire une nouvelle contrebasse, la contrebasse qui est un modèle exact, en fait, de ce qui était joué à Esterházy. Donc, cette contrebasse-là va être entendue pour la première fois lors de cette fin de semaine-là, le 15, je pense que Francis va probablement trouver une façon d'en parler aussi au public. Alors, pour les curieux, puis la contrebasse, c'est un instrument assez intéressant parce qu'il y a toutes sortes de conjugaisons possibles. Et la configuration baroque d'une contrebasse est différente, j'imagine. Complètement, oui. Le nombre de cordes, la façon de les accorder, des frettes, pas de frettes. Alors, je pense que ça va rajouter... pour les amateurs là, qui ont besoin d'un petit peu plus de protéines, là, ben, oui, mais s'acheter une contrebasse comme ça, c'est un peu, c'est une hypothèque de maison, quasiment. Oh, oui. Puis des fois, une pièce de plus dans la maison. Oui, c'est ça, exactement. Mathieu Lussier, d'Arion Orchestre Baroque, directeur artistique, chef principal, merci beaucoup et bon programme pour les adultes qui ne s'annoncent pas particulièrement tristes, ils sont plutôt rigolos même. Oui, c'est ça, des beaux adieux. Salut. Salut.